Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue autrefois dans notre chaîne Kelly's Information. Donc, tout d'abord, et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet qui est vraiment important au niveau de management de la qualité, au niveau de la gestion de la qualité. Donc, notre sujet intitule la démarche de résolution de problèmes ou bien le principe PDCA. Donc la formation sera animée par moi-même. Donc je suis Mohamed Zine, je suis un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience au niveau de l'industrie. Je suis actuellement un chef département qualité, sécurité, environnement au sein d'une société. Je suis notamment un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Et aussi je suis un formateur pour tout ce qui est industrie, tout ce qui est qualité, production, maintenance industrielle, gestion de stock, etc. Donc, bienvenue autrefois et on commence notre sujet. Donc, à titre d'introduction, déjà pourquoi est-il nécessaire d'avoir une démarche de résolution de problème? Donc, nous avons tous été confrontés dans notre vie, soit personnelle ou professionnelle, à des problèmes qui se répètent. Donc, ainsi, automatiquement, nous aurons besoin d'une démarche pour résoudre ces problèmes-là. Donc, prenons par exemple la conduite d'une réunion. Donc, on pourra trouver plusieurs problèmes relatifs à ça. Par exemple, les participants arrivent en retard, ça c'est un problème. L'objectif de la réunion n'est pas clair. La salle est trop petite, trop froide, trop chaude, etc. Donc, ça c'est un ensemble des problèmes relatifs à la conduite d'une réunion. Donc, la première réaction face à un problème est souvent celle dit, il y a quoi? Faut qu'on. Donc, c'est-à-dire, on peut proposer des solutions, mais le problème, c'est que les solutions proposées ne prennent pas en compte les véritables causes. C'est pour ça qu'on aura besoin d'une démarche à suivre pour éviter ou bien pour résoudre définitivement ces problèmes, dans l'objectif, comme j'ai dit, d'éviter la répétition de ces problèmes. Donc, pour se situer, notre principe PDCA, donc, notre objectif au niveau du management de qualité, comme vous savez, c'est la satisfaction des exigences d'un client ou bien de nos clients. Pour arriver à ce point, on aura besoin d'un système de qualité qui est si basé sur l'organisation. Donc l'organisation soit interne ou externe. Donc pour arriver à une organisation, ou bien à une organisation efficace, on aura besoin de ce qu'on appelle l'assurance qualité. L'assurance qualité, donc, c'est faire ce qu'on écrit et écrire ce qu'on fait. Donc, après l'assurance qualité, ou bien lorsqu'on arrive à une organisation, on aura toujours besoin de la détection, ou bien d'un système de détection des anomalies relatives à cette organisation, ou bien à cette assurance qualité. Donc, pour arriver à ça, ou bien pour détecter ces anomalies, on utilise ce qu'on appelle la vérification, ou bien ce qu'on appelle un audit. Ensuite, on détecte suite, ou bien suivant cet audit, on détecte un ensemble des anomalies, un ensemble des non-conformités, l'ensemble des problèmes qui doivent être résolus. Et pour la résolution de ces problèmes, on peut utiliser le principe PDCA. Donc pour définir le PDCA, donc le PDCA, c'est 4 mots-clés. Donc le premier mot-clé, c'est plan en anglais, ou bien préparer. Deuxième mot-clé, do ou dérouler. Troisième mot, check ou contrôler. Et enfin, acte ou assurer. Donc l'objectif général de la démarche de PDCA, c'est de résoudre définitivement nos problèmes et nous améliorer individuellement ou en groupe de manière continue. Ainsi la notion de l'amélioration continue. Alors pour maîtriser notre démarche PDCA, donc nous devons savoir que chaque mot-clé, ou pour chaque mot-clé, il y a plusieurs étapes et plusieurs phases. Prenons par exemple le cas du premier mot-clé, préparer. L'objectif déjà de cette étape, ou bien de ce mot-clé, est de poser le vrai problème, trouver aussi les causes racines et choisir les solutions optimum. C'est-à-dire pour chaque volet, donc on peut trouver plusieurs outils qu'on va aller voir ensemble. Donc pour le mot-clé, ou bien préparer, donc l'étape numéro 1, c'est poser le problème. Donc c'est une étape qui est constituée aussi de 5 phases. La première phase, c'est identifier le problème. Par exemple, comme nous avons vu dans l'introduction, notre problème, c'est la conduite d'une réunion. Deuxième phase, c'est la construction d'un groupe de travail. Donc, généralement,
on va voir avec détail quelles sont les conditions pour constituer une bonne équipe ou bien un bon groupe de travail afin d'arriver à résoudre le problème. Ensuite, on doit formaliser le problème. Donc la formalisation du problème, généralement, on peut utiliser l'outil PQQ ou QCP. Donc, suite à l'analyse de qui enrichir éventuellement le groupe de travail. Et ensuite, l'étape ou bien la phase numéro 4, c'est mesurer la situation actuelle. Donc, pour la mesure de la situation actuelle, généralement, on peut mettre en place 10 indicateurs pour évaluer l'état actuel, parce qu'on aura besoin de réévaluer cet état après la mise en place de 10 actions pour résoudre le problème, pour voir est-ce qu'ils sont efficaces ou non. Et ensuite, on définit l'objectif. Donc, la définition de l'objectif aussi peut être utilisée ou bien peut être définie. Donc, l'objectif peut être défini grâce à un indicateur, bien sûr, de performance et aussi grâce à un objectif bien défini, un objectif bien clair. L'étape numéro 2, c'est les causes racines. Donc, pour trouver les causes racines, donc on peut utiliser aussi plusieurs méthodes. Donc, on peut utiliser le brainstorming. Donc, le brainstorming pour collecter un ensemble des causes, pour collecter le maximum possible des informations à partir des experts et des personnes qui sont relatives à ce problème. Ensuite, on doit visualiser les causes. Pour visualiser les causes, ou bien pour schématiser les causes, on peut utiliser le diagramme d'Ishikawa ou bien cause-effet. Donc, pour classer les causes suite à 5 catégories qui sont très connues: la matière, le milieu, la méthode, main-d'œuvre, etc. Ensuite, il y a une phase de hiérarchisation des causes. Pour la hiérarchisation des causes, donc on peut utiliser le vote pondéré pour classer aussi les causes. Et enfin, on valide ces causes, soit par exemple à la méthode qui déjà définit la vote pondérée, ou bien on peut utiliser le diagramme Pareto. Pour ces outils-là, vous allez trouver dans notre chaîne, pour chaque outil, une formation bien détaillée de la démarche de cet outil. Et ensuite, pour l'étape numéro 3, donc c'est le choix des solutions optimales. Donc cette étape aussi, il se constitue de 2 phases. Donc la première phase, c'est la recherche de maximum des solutions. On peut utiliser aussi de la même façon le brainstorming pour collecter des données. Et aussi, on sélectionne les solutions, soit grâce à la méthode vote pondéré ou grâce à la méthode analyse multicritère, et même on peut se baser sur le retour d'expérience des agents ou bien des personnes qui sont parties au groupe ou bien qui constituent le groupe de travail. Le deuxième mot-clé, c'est le déroulé. Donc l'objectif, c'est la mise en place ou bien l'établissement d'un plan d'action. Et aussi mettre en place toutes les actions indiquées dans ce plan. Donc pour cette étape, comme j'ai dit, on doit mettre en œuvre la solution retenue dans l'étape ou bien dans la phase numéro 1. Cette étape aussi est constituée de 3 phases. Donc on doit définir la zone d'expérimentation, c'est-à-dire on doit définir le périmètre de plan d'action, c'est-à-dire si on travaille dans une société ou juste pour un service ou un processus, etc. On doit rédiger un plan d'action. Donc la rédaction du plan d'action, on va voir en détail comment rédiger notre plan d'action, bien sûr, en définissant c'est quoi l'action, c'est qui le responsable de l'action, le délai, l'objectif, etc. Et ensuite, la réalisation de toutes les actions définies. Ensuite, pour le troisième mot-clé, qui est contrôler. Donc cette phase aussi, ou bien cette étape aussi, il y a des objectifs. C'est la vérification que les actions mises en place sont efficaces. C'est-à-dire, on a mis dans l'étape, ou bien de le mot-clé, dérouler un ensemble des actions. Maintenant, on arrive à vérifier est-ce que ces actions sont efficaces ou non. Donc, on peut voir ça, bien sûr, en se basant sur la mesure des résultats ou bien la mesure des indicateurs qui sont définis dans les phases qui sont déjà précédentes. Et voilà, pour comparer la situation initiale avec la situation actuelle après la mise en place de ces actions. Et quatrièmement, le mot-clé assuré. Donc, c'est une phase ou bien c'est un mot-clé qui a pour objectif de vérifier quelles sont les actions mises en place sont efficaces dans le temps ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr que les actions mises en place restent efficaces pendant le temps?
Il est généralisé dans le cas où il y a besoin des autres services ou bien des autres unités, etc. C'est-à-dire on peut élargir le périmètre de notre action ou bien de notre plan d'action ou bien la zone d'expérimentation de notre plan d'action, on peut l'élargir. Dans cette étape-là, donc il y a aussi trois phases. Donc premièrement, on doit formaliser les solutions dans certains cas, mettre en place des systèmes anti-erreurs, par exemple un système de détection des anomalies, etc. On peut généraliser les solutions possibles. On peut aussi valoriser le groupe de travail et les personnes ayant mis en œuvre les actions pour les motiver. Juste, il faut ajouter aussi que la généralisation des solutions peuvent, ou bien peut-être, soit sous forme d'un mode opératoire, d'une procédure, ou bien d'une instruction de travail, etc., pour arriver ou bien pour retourner au principe de assurance qualité, qui est écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on écrit. Maintenant, pour détailler chaque étape, donc commençons par la première étape qui est poser le problème. Donc, dans cette phase-là, on doit identifier le problème. Donc, on constate un décalage toujours entre la situation souhaitée et la situation réelle. C'est ça la définition d'un problème. Cela peut provenir de l'expression d'une insatisfaction due à un dysfonctionnement ou à une dégradation. Donc, l'identification de problèmes peut survenir lors d'un audit, c'est-à-dire on peut détecter une anomalie, une non-conformité par rapport à une exigence, etc. Mais peut aussi venir de constatations telles que certains clients ne payent en retard, la communication entre les services fonctionne mal, etc. C'est-à-dire on peut résumer ça que la détection ou bien l'identification de problèmes peuvent être soit en interne, par exemple la détection grâce à un audit interne, ou bien à une vérification, ou bien à un besoin d'amélioration, ou bien en externe, grâce à une réclamation du client, à une non-satisfaction du client par rapport à une exigence, etc. Deuxième phase, c'est la constitution d'un groupe de travail. Déjà, pourquoi constituer un groupe de travail? Parce que la mise en commun des compétences et des expériences de plusieurs personnes permettent une efficacité maximum dans la résolution du problème. Parce que pour mettre ou bien pour utiliser notre brainstorming, on aura besoin des personnes qui ont assez d'expérience, qui ont ou bien qui ont en relation directe ou indirecte avec notre problème pour nous aider à résoudre et à mettre et à proposer des actions et des solutions. Généralement, il y a plusieurs consignes au niveau de la constitution du groupe. Par exemple, le groupe ne doit pas être trop important. Il faut généralement ne pas dépasser 6 à 7 personnes, car sinon cela ralentit considérablement la résolution du problème. Il doit aussi posséder suffisamment de compétences techniques sur le sujet, c'est-à-dire ce n'est pas la peine d'utiliser des personnes qui vont rien ajouter à notre démarche de résolution du problème. Et aussi, on doit avoir un animateur qui gère, un animateur qui organise la démarche. Cet animateur est garant de la méthode et de la participation de tous, du respect des idées de chacun. Il doit être directif sur la forme, c'est-à-dire la bonne utilisation des outils. Il doit maîtriser les outils qu'on doit utiliser lors de notre démarche, et on doit respecter tout le monde, il doit prendre en considération les idées et les opinions de chaque personne. On peut voir ça en détail dans ou bien dans notre chaîne aussi, dans le cours ou bien dans la formation brainstorming et les autres outils de management de la qualité. La troisième étape, c'est la formalisation du problème. C'est une phase primordiale pour réussir notre démarche résolution du problème. Pour appliquer cette étape, donc on peut utiliser l'outil PQQ OQCCP. Donc c'est un outil qui est basé sur la réponse à un ensemble de questions qui commence par pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on veut mettre cette action, pourquoi on veut résoudre ce problème, etc. Quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qui, c'est-à-dire quels sont les intervenants, par qui, etc. Ensuite, où, c'est-à-dire quel est le périmètre d'action, ou bien le périmètre de ce problème, quelle est la zone d'expérimentation, quand, donc c'est relatif à un délai, etc. Comment, donc c'est relatif aux moyens et méthodes, combien, tout ce qui est relatif à la quantité, etc. Donc, on doit savoir que la formalisation du problème est une phase, comme j'ai dit, importante pour résoudre le problème. C'est-à-dire,
un problème bien défini et facile et simple à résoudre. Prenons par exemple un cas de projet d'achat d'un ordinateur. Donc pourquoi? C'est-à-dire pourquoi faire ça? Pourquoi acheter? Ou bien pourquoi acheter un nouveau ordinateur? Combien? C'est-à-dire combien je dispose pour cet achat, combien de budget, etc. Qui? Donc qui sont les personnes concernées de cet achat ou bien de ce projet? Qu'est-ce que je veux acheter pour répondre à la question quoi? Ou quel lieu, quelle est la zone, etc., la zone d'installation, etc. Et enfin, quand, c'est-à-dire quel est le délai pour faire ou bien pour réaliser ce projet. Donc, c'est l'outil le plus ou bien le plus utilisé pour décrire ou bien pour formaliser l'autre problème. L'étape 4, c'est la mesure de la situation actuelle. Donc, comme j'ai dit, pour mesurer la situation actuelle, donc on doit utiliser un indicateur de performance. Et généralement, c'est mieux d'utiliser un indicateur qui est mesuré. Donc, il est nécessaire de définir un ou plusieurs indicateurs représentatifs du problème. Car dans la partie contrôle de la démarche, il faudra comparer, comme j'ai dit, la valeur des indicateurs à l'état ou bien à la situation initiale et à la situation finale après la mise en place de ces actions. Cela nous permettra de dire est-ce que les actions mises en place sont efficaces ou non. Généralement aussi au niveau des indicateurs, on peut utiliser des indicateurs qui sont du type 0 à 1, par exemple une machine en panne. Donc si la machine elle est en panne, donc l'objectif ou bien l'indicateur désigne directement 0. Si la marche ou bien si la machine est en marche, donc on indique un indicateur ou bien on aura un résultat d'indicateur qui est égal à 1. Mais souvent, c'est mieux d'éviter ces indicateurs ou bien des indicateurs de ce genre et avoir des indicateurs moins triviaux, par exemple le pourcentage ou bien le taux de réalisation d'un projet, par exemple le taux d'arrêt d'une machine, etc. Donc après le choix des indicateurs de performance, on doit définir un objectif. Donc un objectif, premièrement, on doit le définir à partir d'une phrase bien compréhensible, ainsi par une valeur à atteindre relative à un indicateur ou bien aux indicateurs qui sont déjà choisis dans l'étape 4. Passons maintenant à l'étape ou bien à la grande étape numéro 2 qui a pour objectif de trouver les causes racines de problèmes. Donc, comme nous avons vu dans l'introduction, donc c'est une étape qui se constitue de 4 phases, c'est la recherche des causes ou bien le brainstorming, la visualisation des causes, la hiérarchisation des causes et enfin la validation des causes principales de ce problème. Donc pour la phase numéro 1 de l'étape 2, c'est la recherche des causes. Donc généralement, comme j'ai dit, la meilleure utile ou bien le meilleur outil, c'est le brainstorming, parce que c'est un outil qui se base sur le fait ou bien sur l'effet de synergie d'un groupe et d'être beaucoup plus efficace qu'une personne seule. En fait, le but de brainstorming est de produire le maximum possible des idées, donc avec un minimum de temps sur un sujet quelconque. Donc ainsi, on peut travailler par l'association d'idées et on peut ajouter aussi que l'idée émise par une personne fait germer une nouvelle idée pour une autre personne. Et comme ça, on peut avoir un maximum possible d'idées, soit relatives à un problème, relatives à des solutions aussi, et surtout, dans notre cas, relatives aux causes. Deuxième étape, ou bien deuxième phase de l'étape numéro 2, c'est la visualisation des causes. Pour visualiser les causes, généralement, on peut utiliser la méthode Ishikawa ou 5M. Donc, c'est une méthode qui se base sur la classification de nos idées ou bien de nos causes en utilisant la matière, c'est-à-dire quelles sont les causes relatives à la matière, pour la matière de tout ce qui est matière première, tout ce qui est consommable et aussi tout ce qui est énergie et information. Aussi, tout ce qui est relatif aux méthodes, donc pour les méthodes, par exemple les procédures, les modes opératoires, les modes d'emploi, etc. Tout ce qui est relatif matériel, donc tout ce qui est machines, locaux, outillage, ressources matérielles, etc. La main-d'œuvre, tout ce qui est relatif au personnel, compétences, formation, et enfin milieu, donc tout ce qui est relatif au contexte ou bien environnement, par exemple la température
de travail, le verrouillis, conditions de travail, ergonomie, etc. Donc, pour mieux comprendre ça, vous pouvez voir aussi une vidéo détaillant la méthode Ishikawa dans notre chaîne. Passons maintenant à la phase numéro 3 de l'étape numéro 2. C'est la hiérarchisation des causes. Donc, hiérarchiser les causes, c'est-à-dire les trier par ordre d'importance. Généralement, on peut utiliser la méthode vote pondéré. Aussi, pour cet outil, il y a plusieurs procédés ou bien il y a plusieurs démarches pour mettre cet outil. Prenons par exemple le cas où il y a un ensemble des personnes qui font partie à un groupe de brainstorming. Premièrement, on a 10 causes identifiées dans la phase précédente. Ensuite, on peut donner pour chaque cause une lettre ou bien un numéro pour l'identifier. Ensuite, on met dans un tableau cet ensemble des causes ou bien des lettres d'identification de ces causes. Et on dispose pour chaque personne, par exemple, 10 points pour voter pour chaque cause. Et on met comme condition, par exemple, pour chaque cause, on ne doit pas avoir plus que 5 points, etc. Donc, on fait ça pour toutes les causes. Et ensuite, on comptabilise ces votes pour chaque cause pour avoir et pour classer ces causes, bien sûr, en fonction du nombre total de points obtenus. Donc, je vous informe que je vais organiser ou bien animer une formation relative à l'outil de vote pondéré et l'ensemble des procédés relatifs à ça dans une vidéo dans notre chaîne. Donc, une fois les causes sont hiérarchisées, on doit valider quelles sont les causes principales. Donc, généralement, dans la phase numéro 3, on obtient un ensemble des causes. On veut classer ou bien on veut définir quelles sont les causes principales. Donc, on peut utiliser la méthode 20-80 ou bien la méthode Pareto. Donc, c'est une démarche aussi simple qui se base sur un graphique. Donc, supposons que nous avons un ensemble des causes, on doit comptabiliser le nombre de réponses, etc. Ensuite, calculer les pourcentages et enfin les pourcentages cumulés pour tracer le graphe, l'ensemble des causes par rapport à pourcentage cumulé pour obtenir notre graphe Pareto. Donc voilà un exemple d'un diagramme de Pareto 20-80. Donc pour valider quelles sont les causes principales, par exemple dans ce cas-là, les causes principales c'est la longueur plus le diamètre, surtout la longueur. Donc généralement il y a une vidéo dans notre chaîne intitulée Loi de Pareto qui détaille quelle est la démarche à suivre pour utiliser cet outil qui est vraiment très important au niveau de la management de la qualité. On peut l'utiliser même dans la production, dans la gestion de stock, etc. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 3. Donc, c'est une étape qui a pour objectif de choisir quelles sont les solutions optimales. Donc, cette étape commence par l'étape, ou bien par la phase numéro 1, qui est la recherche des solutions optimales. Donc, généralement, la recherche des solutions, pour la recherche des solutions, on peut utiliser de la même façon que les causes, le brainstorming. Donc, ce sont des solutions, pour trouver des solutions qui sont bien sûr censées à éliminer les causes du problème. Donc la phase numéro 2 de l'étape numéro 3, c'est la sélection des solutions. Donc pour sélectionner les solutions, on doit définir tout d'abord quels sont les critères de choix de ces solutions. Parce qu'on pourra avoir par exemple des solutions ou bien des critères relatifs à l'efficacité, relatifs au coût, relatifs à la qualité, à la rapidité, etc. Et ensuite, pour sélectionner ces solutions, on utilise de la même façon que les causes aussi le brainstorming. Ainsi, on classe ces solutions grâce à un vote pondéré qu'on a vu aussi déjà dans le cas de la sélection ou bien de la hiérarchisation des causes. L'étape numéro 3, c'est la mise en œuvre de la solution retenue. C'est-à-dire, dès qu'on choisit les solutions optimales, on doit mettre en place ou bien on doit mettre ces solutions sur terrain. Donc la première phase relative à cette étape, c'est la définition de la zone d'expérimentation qui consiste, comme nous avons vu, à définir qui est le périmètre, est-ce qu'il est juste relatif à un service, relatif à un processus, relatif à tout l'organisme, relatif aussi à des autres parties prenantes ou bien parties intéressées, etc. Donc il vaut mieux éviter les secteurs où doivent intervenir des changements importants tels que restructuration, déménagement, etc.
Et ensuite, la rédaction d'un plan d'action. Donc, comme j'ai dit, la rédaction d'un plan d'action. Donc, on doit définir c'est quoi l'action, qui est le responsable de l'action, l'objectif de cette action, quel est le délai de la mise en place de l'action et comment définir ou bien comment savoir l'efficacité de ce plan d'action. Donc voilà un exemple des outils utilisés pour la rédaction d'un plan d'action. Donc on peut utiliser le diagramme de Gantt ou de PERT dans la gestion de projet. Donc c'est un diagramme très simple. Son objectif c'est de définir pour chaque action quelle est la durée, quel est le temps de lancement, quel est le temps de fin de chaque action, etc. Donc ensuite, dès que le plan d'action est rédigé, on doit réaliser ces actions définies. Donc la réalisation de ces actions, donc nous avons vu que pour chaque action, on a défini un pilote ou bien un responsable. Donc ce pilote-là doit aussi définir quelles sont les ressources nécessaires, donc des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources même financières, pour élaborer ou bien pour réaliser ces actions. Et généralement, pour réussir les actions, donc il est recommandé d'expliquer à l'ensemble du personnel la démarche ou bien le déroulement, comment va se dérouler pour réaliser ces actions et quel est le secteur ou bien le périmètre de ces actions. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 5 qui consiste à mesurer les résultats de la situation via des solutions mises en place et le comparer à la situation initiale. Donc nous avons vu que dans l'état initial, nous avons choisi des indicateurs de performance et nous avons calculé ces indicateurs de performance. Ensuite, pour voir est-ce que les actions mises en place sont efficaces ou non, on doit recalculer ces indicateurs et comparer les résultats par rapport aux résultats de l'état initial et par rapport à l'objectif défini. Donc, généralement, si nous avons atteint les objectifs, donc c'est bon. Dans le cas contraire, on doit revenir à chaque étape ou bien aux étapes précédentes pour savoir où il y a le problème. Par exemple, on peut détecter qu'il y a un problème au niveau d'une action qui est mal définie ou bien mal mise en place, etc. Donc nous remontons jusqu'à trouver l'étape où il y a un problème et on doit le résoudre et ensuite nous redescendons les étapes. Pour l'étape numéro 6, donc c'est assurer ou acte. Donc cette étape est certainement très importante parce que dans cette étape, on doit être sûr que les actions mises en place est efficaces à temps, est efficace dans le temps aussi. Donc cette étape est constituée de 3 phases. Donc premièrement, on doit formaliser les solutions, généraliser les solutions et valoriser le groupe de travail. Donc au niveau de l'étape numéro 6, donc la première phase c'est la formalisation des solutions. Donc la formalisation des solutions consiste à rédiger la solution dans une procédure ou dans une mode opératoire, une instruction de travail, mode d'emploi, etc. Parce que c'est une phase qui consiste à s'assurer que les actions sont efficaces dans le temps. Par exemple, en prenant le cas où il y a des clients qui payent leurs factures en retard, on peut par exemple rédiger une procédure ou bien mettre en place dans un logiciel un système de détection des clients qui payent en retard avec un délai de 15 jours pour nous donner par exemple le premier rappel, au bout d'un mois pour nous donner un deuxième rappel, etc. jusqu'à par exemple 2 mois ou je ne sais pas, pour décider par exemple qu'on doit faire une visite à ce client pour voir les clients ou bien éliminer de travailler avec les clients qui sont mauvais payeurs. Donc voilà un exemple d'une procédure pour gérer les clients qui payent en retard. Deuxièmement, généraliser les solutions si possible. Parfois, par exemple, on met des actions dans un périmètre ou bien dans une zone d'expérimentation. On trouve que ce sont des solutions qui sont efficaces. On peut la généraliser dans les autres processus, les autres services ou bien des autres zones d'expérimentation afin de se bénéficier de l'expérience qui est appliquée dans cette zone. Et enfin, pour réussir, on doit toujours valoriser et reconnaître les personnes pour les motiver afin de mettre ou bien de suivre la démarche pour chaque problème et afin de l'évolution et la motivation du groupe de travail dans le sens de l'amélioration continue. Donc voilà, nous avons fait une formation
pour comprendre c'est quoi la démarche à suivre pour résoudre les problèmes industriels ou des problèmes quelconques. Donc c'est un principe, comme j'ai dit, qui s'est basé sur le PDCA, donc qu'on peut l'appliquer soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle pour résoudre n'importe quel problème quelconque. Donc vers la fin, je vous remercie tous et je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne afin de nous encourager à faire des autres formations dans des différents thèmes. Et merci.